It being 11:04, the House will now proceed to the consideration of private members' business as listed on today's order paper. Affaires émanant des députés, considération en deuxième lecture du projet de loi C-419, loi sur les compétences linguistiques, au nom de Mme Latendresse. Madame la Tendresse, appuyée par M. Gravel, propose que le projet de loi C-419, loi concernant les compétences linguistiques, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des langues officielles. Débat. L'honorable député de Louis Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que je prends la parole pour présenter à cette Chambre mon projet de loi privé C-419 et pour répondre aux questions de mes collègues députés. Mais avant, je veux prendre le temps de remercier de tout mon cœur mon collègue et ami, le député d'Acadie-Bathurst, pour son soutien et le travail herculéen qu'il a offert à mon projet de loi. Je connais personne qui défend la cause du bilinguisme avec autant de passion et d'éloquence. J'ose espérer que son projet de loi sur le bilinguisme des juges à la Cour suprême aura le même succès que le mien. Tout d'abord, si vous me le permettez, j'aimerais prendre le temps de fournir des informations plus précises sur la teneur de mon projet de loi. Je sais que mes honorables collègues sont déjà assez au fait de ce que C-419 propose, mais je tiens tout de même à commencer en définissant clairement les bases des changements qu'il prévoit apporter. Une certaine notoriété médiatique entoure déjà mon projet de loi. Ça me rend très fière. Grâce à lui, des gens ont pris le temps de communiquer avec mon bureau pour demander plus d'informations et pour nous poser d'excellentes questions. Je vais me baser sur certaines de ces questions très pertinentes durant mon discours pour m'assurer que ma démarche reste claire et compréhensible. C-419 est un projet de loi qui, au fond, est très simple. Le sommaire officiel, tel qu'il apparaît dans le projet de loi, est le suivant. Il propose que les personnes dont la nomination nécessite l'approbation par résolution du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres doivent comprendre le français et l'anglais sans l'aide d'un interprète et doivent pouvoir s'exprimer clairement dans les deux langues officielles. Ces personnes qui sont nominées par approbation d'une ou des deux chambres sont appelées couramment les agents du Parlement. C-419 propose donc que ces agents du Parlement soient en mesure d'utiliser les deux langues officielles du Canada de manière courante, et ce, dès leur nomination. Je tiens à le répéter pour les gens qui nous écoutent à la maison, il ne s'agit pas ici d'exiger le bilinguisme chez les élus, les députés du Canada. Malgré que ça soit un beau grand projet, c'est une autre paire de manches et ça ne nous concerne pas aujourd'hui. On ne parle que des agents du Parlement, des hauts fonctionnaires qui, comme je viens de le préciser, sont nominés par une ou les deux chambres. Il va y avoir des élus unilingues au Parlement du Canada, c'est la chose la plus normale qui soit. Mais comme l'appareil gouvernemental doit s'adapter aux citoyens, le Parlement doit aussi s'adapter aux élus. Les agents du Parlement sont tenus de s'ajuster aux députés, peu importe de quel groupe linguistique ils sont issus. Une question viendra naturellement à l'esprit. Il y a combien en tout de ces agents du Parlement et qui sont-ils? J'aimerais préciser tout d'abord que ce sont des gens d'une érudition peu commune qui remplissent un rôle essentiel dans notre système démocratique. Le Parlement du Canada doit rendre des comptes aux citoyens du Canada, ça va de soi. Comment est-ce qu'on s'assure que cette reddition de comptes soit accomplie de façon appropriée? Par le travail des agents du Parlement. Ils constituent en quelque sorte des garde-fous, des systèmes d'alarme et des filets de sûreté. Ils sont la garantie de la légitimité du parlementarisme. Ils sont là pour appuyer le gouvernement dans son obligation de divulguer au pays ce qu'il fait. Et quand on ne leur dit pas tout, ils peuvent fouiller dans les papiers du gouvernement pour s'assurer que tout soit conforme, légal et juste. Ce sont les yeux des Canadiens dans les tiroirs, les poubelles et les déchiqueteuses du gouvernement. Les agents du Parlement sont donc, on le comprend, une ressource précieuse dans notre système. Ils représentent le rouage le plus fiable de tout le mécanisme parlementaire. Combien sont-ils? Environ 10. Pourquoi est-ce que je dis environ? Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une catégorie absolument étanche et définie, sans la moindre zone d'ombre. La définition exacte de ce qui est un agent du Parlement et de ce qui ne l'est pas s'avère être, comme bien d'autres catégories d'ailleurs, plus un consensus de tradition et en force qu'autre chose. Mon projet de loi concerne donc 10 postes. Quels sont-ils? Permettez-moi de les énumérer. Le vérificateur général du Canada, le directeur général des élections, le commissaire aux langues officielles, le commissaire de la protection de la vie privée, le commissaire à l'information, le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, le commissaire au lobbying, le commissaire à l'intégrité du secteur public et le président de la commission de la fonction publique. Les voici donc tous. Le public ne soupçonne pas toujours le rôle important que remplissent ces différents acteurs. À chaque année, ces agents du Parlement déposent des rapports qui ont une incidence majeure sur le déroulement de la vie politique canadienne. Si des irrégularités ont été détectées, le gouvernement devra en rendre compte à l'opposition et par le fait même aux Canadiens envers qui nous sommes tous redevables. Notre système n'est pas parfait parce qu'il empêche les abus. Il est parfait parce que les abus qui pourraient s'y produire finiront toujours par être détectés. Les mesures de sécurité font partie intégrante du système et assurent son bon fonctionnement. Mais pour pouvoir détecter ces abus, encore faut-il bien saisir ce qu'on se fait dire et ce qu'on lit.
Imaginez si l'ancienne vérificatrice générale Sheila Fraser n'avait pas été bilingue. Compte tenu que le centre du scandale des commandites était au Québec, il lui aurait été beaucoup plus difficile de saisir toute la complexité de cette affaire. Quand on doit analyser des documents aussi délicats et complexes, il est primordial de pouvoir le faire dans la langue dans laquelle ils ont été rédigés. La maîtrise des 2 langues officielles lui était absolument indispensable. Parce que malgré l'excellent travail des traducteurs et des interprètes, des nuances essentielles à la compréhension du scandale lui auraient peut-être échappé. Sans Mme Fraser, n'oubliez pas que cette charade continuerait peut-être encore. Les agents du Parlement agissent avec un mandat clair. Défendre l'intégrité, promouvoir l'intégrité et contrôler l'intégrité. Ils ont le droit de tout savoir, de tout demander et de tout comprendre ce qui relève de leur champ de responsabilité. Le vérificateur général du Canada doit vérifier de manière indépendante les opérations du gouvernement. C'est lui qui repasse sur la comptabilité, qui vérifie l'exactitude des états financiers et qui décide si le gouvernement a fait un usage efficace et juste des fonds publics. Le directeur général des élections est le haut fonctionnaire qui administre le bon déroulement des élections et des référendums fédéraux. C'est le bureau du DGE qui est responsable de l'enregistrement des partis politiques, du maintien des listes électorales et de la mise en application de la loi électorale du Canada. Le conseiller sénatorial en éthique est un des postes de cadre supérieur du Sénat qui sont responsables du fonctionnement adéquat des institutions sénatoriales. Le CSE est responsable de l'application du code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs. Ensuite, le président de la Commission de la fonction publique sert de dirigeant de la Commission. Celle-ci, et je cite les règlements internes et principes de régie interne de la Commission de la fonction publique, est un organisme indépendant, mandaté par le Parlement, et chargé de s'assurer que la fonction publique est compétente, impartiale, représentative de la population canadienne et capable de servir les Canadiens et les Canadiennes avec intégrité dans la langue officielle de leur choix. Que ce soit le commissaire au lobbying, qui s'assure que les élus respectent les droits et obligations régis par la loi sur le lobbying, ou le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, qui est chargé de donner des avis confidentiels aux titulaires d'une charge publique, ou encore le commissaire aux langues officielles, qui est saisi de faire respecter la loi sur les langues officielles, il protège les Canadiens, il protège les élus et il protège le système. Parce que notre système est précieux, il est fiable. Il est là pour nous tous et les agents du Parlement jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'excellence et de la viabilité du système. On le constate facilement. Ces hauts fonctionnaires doivent tous avoir affaire à des citoyens provenant des 2 groupes linguistiques du Canada et doivent consulter des documents écrits dans les 2 langues. Leur compréhension du français et de l'anglais est donc absolument essentielle. De manière générale, par le passé, on a nominé des candidats bilingues pour ces postes. Tout le monde reconnaît que la capacité à interagir dans les 2 langues est un prérequis si on veut que la tâche soit bien faite dans des délais acceptables. Pour le dire en d'autres mots, nous avons un quasi-précédent de tradition. Le bilinguisme anglais-français est une compétence. Depuis que le bilinguisme institutionnel a été établi au Canada, quiconque dans ce pays désire devenir bilingue peut le faire. Il suffit d'y mettre le temps. Tous les outils pour y arriver existent déjà. Et ici, je tiens à être très précise. Je m'adresse à ceux qui ne comprendraient pas clairement. Le bilinguisme institutionnel signifie tout simplement que l'État s'adapte aux citoyens et non pas le contraire. Parce qu'une évidence persiste, chers collègues et chers concitoyens. La dualité linguistique durera toujours. Personne n'essaie ici de créer un État culturellement bilingue. Pas du tout. La part anglophone continuera de vivre, rêver et aimer en anglais, et la part francophone continuera de faire de même en français. Le bilinguisme est perçu comme un plus, mais n'est nullement une obligation dans ce pays. Les Canadiens vivant en situation de majorité linguistique, lorsqu'ils s'expriment sur le bilinguisme, confondent souvent plusieurs concepts. Certains disent des choses méchantes, certains des choses erronées, et d'autres rêvent à des lendemains utopiques multiculturels. Ce ne sont pas les opinions qui manquent. J'aimerais mettre quelques petits détails au clair. Souvent, pour appuyer son opinion, on va se baser sur des exemples étrangers, européens tout particulièrement, et qui, au bout du compte, sont plus ou moins adaptés à notre situation. On nous nomme des pays européens officiellement bilingues, en présumant que c'est du pareil au même et que nous devons agir soit de manière identique ou tout le contraire. Parmi les pays qui reviennent le plus souvent, il y a la Belgique. Sauf que justement, c'est un exemple qui, au fond, est peu approprié. La Belgique, bien que plusieurs parallèles existent entre nos situations respectives, a un modèle qui ne s'applique pas vraiment à la réalité canadienne. Premièrement, la taille très modeste du pays joue ici un rôle. Il n'est pas nécessaire de déployer des ressources bien au-delà de Bruxelles, la capitale fédérale étant facilement accessible à tous, partout. Ce n'est pas notre cas, on le sait. Ensuite, en Belgique, la ligne de division linguistique est très étanche et a fini par faire du pays un État complètement décentralisé, voire scindé. La Flandre et la Wallonie vivent côte à côte, mais règlent leurs propres affaires culturelles sans vraiment avoir besoin de se consulter. Le Canada essaie de faire les choses bien différemment. Nous voulons vivre ensemble.
Non, s'il est un pays européen dont la situation linguistique reflète mieux celle du Canada, c'est la Finlande. La Finlande est officiellement bilingue. Le finnois et le suédois sont toutes deux protégés dans la Constitution finlandaise. L'État finlandais s'adapte à la minorité linguistique suédoise en lui fournissant tous les services gouvernementaux en suédois. En Finlande, les enfants apprennent systématiquement les 2 langues officielles à l'école. Ce cas nous ressemble puisque la minorité d'expression suédoise, bien que relativement circonscrite à une aire géographique précise, habite quand même partout en Finlande. Le gouvernement finlandais s'assure que tous les services dont il est redevable à la population soient disponibles dans les 2 langues. Voilà ce que c'est le bilinguisme institutionnel. C'est l'État qui s'organise pour que tout le monde soit inclus. Personne n'est obligé d'être ce qu'il n'est pas. Personne n'essaie d'imposer sa langue à l'autre. C'est le système le plus approprié pour le Canada, sa composition démographique et sa géographie. Je n'apprends rien à personne en disant que le français est des 2 langues, c'est l'imposition minoritaire au Canada. Ceci, par la force des choses, crée une situation avec laquelle nous sommes déjà familiers. Le bilinguisme est une habitude largement plus répandue parmi les francophones. Ce n'est pas un reproche que j'adresse à la majorité, c'est une simple constatation. À ce propos, cependant, j'aimerais mentionner la minorité anglophone du Québec. Les dernières 4 décennies ont eu un impact énorme sur la vision que cette part de notre société pouvait avoir d'elle-même. Les événements politiques et l'émergence de sentiments nouveaux au Québec ont forcé ce million d'individus à se réinventer et à se réadapter. J'aimerais saisir cette occasion pour dire aux anglophones du Québec que nous sommes fiers de vivre avec eux et que notre avenir sera tout aussi en commun que notre passé. On pourrait donc croire que ce projet de loi profiterait plus aux francophones parce qu'ils sont plus sensibilisés à la nécessité d'apprendre la seconde langue que les anglophones qui subissent un drôle de préjugé parce que, justement, ils évoluent en contexte majoritaire toute leur vie. Mais je crois que cet argument est complètement faux. On ne devient pas agent du Parlement par surprise, au détour d'une carrière comme commis à Saskatoon ou comme croque-mort à Sorel, subitement sans prévoir le coup. Celui ou celle qui évolue déjà au sein des milieux desquels une candidature à un tel poste peut émerger connaît pertinemment bien la loi canadienne et sait que le bilinguisme est requis. Nous ne causons aucun tort à personne nulle part en inscrivant le bilinguisme comme prérequis dans la loi. Au contraire, nous causons plutôt un grand bien. Voici pourquoi. Je rentre justement de Moncton, la capitale acadienne, où j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer plusieurs organismes culturels acadiens. Passer par l'Acadie fait toujours un bien inouï au sentiment national. Les gens qu'on y rencontre sont souvent extraordinaires. L'Acadie est une patrie d'un dynamisme et d'une vitalité rares et uniques. Je suis donc allée rencontrer ces organismes pour leur présenter ce projet de loi. Les Acadiens, depuis longtemps, ont fait un choix clair pour leur avenir. Le Nouveau-Brunswick étant ce qu'il est, ils ont décidé que le bilinguisme était une force et ils l'ont élevé en projet de société. Le Nouveau-Brunswick est d'ailleurs la seule province canadienne qui est expressément nommée dans la Charte des droits et libertés. Son bilinguisme est protégé, bien en évidence dans la loi. La réaction à cette initiative a été, disons, plus positive. Tous les organismes ont offert leur appui à mon projet de loi. Pour eux, il s'inscrit clairement dans la direction générale des buts que nous nous sommes fixés comme pays. Ça m'a fait très plaisir de constater que ce projet de loi répondait à des attentes politiques réelles là-bas en Acadie. Les Acadiens vivent en situation linguistique minoritaire. Ils sont donc extrêmement sensibles et savent défendre leurs droits. Ça se donnait bien sûr que dès le départ, c'est un peuple qui a une force de caractère peu commune. En tant que Québécoise, je peux bien le dire, souvent alors qu'au Québec, on chigne comme des âmes en peine dans les limbes de nos désirs contrariés, les Acadiens, eux, foncent, revendiquent et gagnent. C'est un privilège inhabituel que de pouvoir parcourir notre pays et de constater l'attachement des gens à leurs droits linguistiques. Il faut peut-être cesser de trop se percevoir comme les Troyens de l'Amérique. Il suffit que nous nous parlions et que nous nous écoutions. Parce que le Canada est un pays fondamentalement ouvert, progressiste, équitable et bon. Nous faisons l'envie du monde entier par ces valeurs qui nous définissent et que les citoyens embrassent pleinement. Je suis personnellement convaincue que nous avons tout intérêt à mettre nos efforts en commun et à travailler ensemble. C'est seulement de cette manière que les 2 communautés linguistiques du Canada pourront finalement se réconcilier. Ce qui a trop longtemps été qualifié par certains des 2 solitudes pourront finalement s'avérer être les 2 sollicitudes. Merci, Monsieur le Président. Bravo.